Bienvenue à la séance 8. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression, l'attachement et la mentalisation. Plusieurs d'entre vous dans le groupe avaient présenté des symptômes dépressifs ou même carrément une dépression caractérisée. Donc, c'est un sujet dont on voulait vous parler aujourd'hui, puis comment il pourrait y avoir un lien avec la mentalisation et comment le traitement basé sur la mentalisation peut vous aider à vous sortir de la dépression. La dépression est associée à l'anxiété de séparation et suivie de la dépression. Donc, on avait vu il y a quelques séances le modèle des émotions et comment une rupture dans le système d'attachement pouvait amener d'abord une anxiété de séparation. L'enfant, par exemple, peut se sentir très anxieux, désemparé lorsque l'être soignant s'en va. Puis la tristesse embarque après quand on réalise que la personne ne revient pas. On avait vu il y a quelques séances comment la tristesse, ça peut être une façon d'appeler les gens autour de nous pour nous aider à surmonter cette perte qui est très importante. Puis on voit comment ça peut être lié avec la survie aussi. Donc, il y a un lien intime entre le deuil et la dépression. On peut se dire que l'anxiété, c'est la première phase du deuil où est-ce qu'il y a une protestation, puis le deuil, c'est quand on en vient à accepter tranquillement que l'être cher ne revient pas. Donc, on développe la tristesse. Il y a une différence entre le deuil et le deuil pathologique. C'est normal de se sentir triste, désemparé, coupable, anxieux lorsque quelqu'un qu'on aime décède. Mais quand les émotions sont très, très intenses, qu'on n'est plus capable trop de fonctionner, ça dure très, très longtemps également. On appelle ça un deuil pathologique. Le deuil pathologique ressemble beaucoup à la dépression, en fait. La dépression, on pourrait dire, c'est une variante d'un deuil pathologique. Le deuil pathologique ressemble beaucoup à la dépression et peut parfois être très difficile à distinguer de la dépression caractérisée ou on appelait ça le trouble dépressif majeur auparavant. Comment on diagnostique le trouble dépressif caractérisé? C'est quand on voit que la personne présente deux des symptômes suivants. Donc, soit la tristesse, désespoir, sentiment de découragement, d'impuissance marqué et continu à tous les jours, presque toute la journée, et ou une perte d'intérêt, de plaisir pour presque toutes les activités. On n'a presque plus rien envie de faire, il n'y a plus rien qui nous fait plaisir. Puis associé à ça, il peut y avoir les symptômes suivants. Donc, une perte ou une augmentation de l'appétit avec une perte ou augmentation du poids, l'insomnie ou tendance à trop dormir, être agité ou ralenti, manquer d'énergie, être super fatigué, se sentir dévalorisé, on n'a pas de valeur, on se sent coupable de façon extrême. On peut avoir des difficultés cognitives de concentration, d'attention, de mémorisation. On a de la difficulté à prendre des décisions également. Et parfois, il y a des idées de mort répétitives, même des idées suicidaires qui peuvent arriver. Donc, comme je mentionnais, il peut y avoir une relation étroite entre le deuil et la dépression. Le deuil qui se prolonge devient plus intense, peut devenir une dépression. On sait que pour la dépression, ceci est souvent occasionné par une perte, la perte d'un être cher, d'un idéal, puis d'autres facteurs de stress peuvent amener aussi la dépression, comme par exemple des maladies physiques. On peut être plus susceptible à développer une dépression si on a une perte en jeune âge. C'est comme s'il y avait un deuil incomplet, puis que la prochaine perte qu'on va avoir va réveiller cette perte-là initiale. Plus on a des épisodes dépressifs, plus on a un risque élevé de rechute. C'est comme s'il y avait un pattern de réponse au stress qui s'inscrit dans notre cerveau, dans notre corps, une réponse au stress et à l'inconfort qui amène une réponse dépressive. Il existe d'autres types de troubles dépressifs. Il y a le trouble dépressif persistant, ce qu'on appelait auparavant la dysthymie, où on a une humeur dépressive plus d'un jour sur deux sur une période de 2 ans, avec au moins deux des symptômes suivants. Par exemple, l'inappétence, perdre l'appétit ou manger trop, perdre le sommeil ou dormir trop, être fatigué, avoir une faible estime personnelle, avoir des difficultés de concentration ou à prendre des décisions, une perte d'espoir. Classiquement, au fond, un des traitements de la dépression, c'est les antidépresseurs. Par contre, si vous avez reçu une prescription d'antidépresseurs, c'est pas nécessairement que vous avez fait une dépression. Parfois, on peut donner des antidépresseurs quand on souffre d'un trouble anxieux ou quand on a des fluctuations importantes de l'humeur dues à une instabilité émotionnelle en lien avec notre personnalité. On peut se demander après ça combien de temps on va le prendre. Il y a des énoncés de pratique qui suggèrent de le prendre un certain temps, le temps que la dépression ou le trouble anxieux se guérisse en dessous et que si on l'arrête, la personne ne fera pas une rechute. Les antidépresseurs, c'est un traitement, mais la psychothérapie aussi est un autre traitement. Puis, une des raisons pourquoi la psychothérapie pourrait être intéressante par rapport aux antidépresseurs, c'est que souvent, ceux-ci sont associés à des effets secondaires qui peuvent parfois être très, très importants.
Un des éléments qui cause et entretient la dépression, c'est la survenue des pensées dépressives. Ce sont des pensées automatiques qui accompagnent l'humeur dépressive et qui deviennent habituelles. On sait que dans la dépression chronique, les gens ruminent à peu près 50% de leur journée. Et à force de ressasser des pensées, des souvenirs, des images négatives, ils deviennent de plus en plus déprimés. Puis c'est comme si ça devient une habitude aussi de ressasser ces idées-là qui viennent naturellement quand on est déprimé. Donc, ça ne sert à rien de se blâmer, d'être en train de ruminer. Ça fait partie de la dépression, mais en même temps, ça augmente le risque de faire une dépression et ça augmente l'intensité et la durée de la dépression. Souvent, ces pensées dépressives résultent d'expériences de vie négatives. Donc, si par exemple, on a une enfance difficile ou des expériences de vie difficiles, ça peut être plus facile de se voir de façon négative, de voir le monde de façon négative et les autres aussi de façon négative. On sait que à force de ruminer ces pensées dépressives, à force de les ressasser à travers le temps, c'est comme si on soufflait sur le feu de la dépression. S'il y avait une petite braise, ça devient un feu. On sait que quand on est déprimé, il y a un phénomène de distorsion cognitive qui peut arriver. C'est comme si nos pensées étaient biaisées, comme si, par exemple, on avait des lunettes noires qui fait qu'on voit tout en noir. Puis ça met en échec les processus de mentalisation. Ça peut rendre difficile le fait de considérer les émotions, les pensées, nos valeurs, parce que c'est comme si on était collé sur nos pensées. Puis on ne pouvait plus avoir du recul pour considérer l'ensemble de la situation, l'ensemble de ce qui est présent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc, l'humeur basse diminue nos capacités de mentalisation. C'est comme si le focus se rétrécissait, puis ça devenait très rigide plutôt que flexible et qu'on est ancré dans une sorte de certitude plutôt qu'avoir un doute qui est flexible, puis une capacité de remettre en question, puis d'élargir nos horizons pour considérer différents points de vue. Comment on utilise la mentalisation dans la dépression? C'est d'être capable de questionner les pensées négatives rigides. C'est une partie importante de la mentalisation. Et cette capacité à mentaliser, d'avoir un certain doute, pouvoir considérer les pensées comme des pensées plutôt que des certitudes, des réalités, la vérité avec le grand V, ça peut nous aider à surmonter la dépression. Comme par exemple, si on se dit, je ne suis pas bon, je m'en sortirai jamais, mais qu'on est capable de prendre du recul puis commencer à mentaliser, de voir, OK, mais comment je me sens dans cette situation, qu'est-ce que je veux, à quoi je pense, est-ce que c'est vrai que je m'en sortirai jamais, est-ce que c'est vrai que je suis un être si horrible? Ça nous permet de nuancer un peu comment on voit les choses. Puis ça nous amène à avoir des émotions aussi un peu moins intenses, puis de se dégager un peu de l'emprise là, du cercle vicieux de la dépression. Donc, la conscience de ses propres pensées est un aspect important de la mentalisation. Si on prend du recul, puis on est capable de considérer les pensées comme des pensées, comme un événement qui survient dans notre champ de la conscience, dans notre esprit, on est moins happé par les pensées qui peuvent nous amener très, très loin dans la dépression. Ça peut nous aider à y voir plus clair dans ce que nous disent nos pensées. La non-mentalisation, donc des manières de penser rigides, fixées, incontestables, sans remise en question, contribuent au maintien de la dépression. Comment identifier ces pensées dépressives, ces distorsions cognitives? Les biais cognitifs classiques dans la dépression sont les suivants. Donc, les pensées catastrophiques. On a tendance à voir tout comme étant très gros. On a tendance à dramatiser, voir la pire des issues. On a une pensée dichotomique, voir tout blanc, tout noir, jamais, toujours. On peut faire de l'étiquetage, réduire un concept, une personne à une étiquette, comme par exemple, c'est une personne mauvaise, c'est une personne égoïste, puis on n'est plus capable de voir l'ensemble de ses qualités et de ses défauts. On peut faire de la disqualification du positif, ne plus voir qu'est-ce qui peut être positif dans la situation. C'est tout noir. Un raisonnement émotif. On a l'impression que, au fond, la réalité est déterminée par ce qu'on ressent. Donc, je me sens nul, donc je suis nul. On peut faire de l'abstraction sélective, donc focuser sur ce qui fait avec ce qu'on croit. Donc, je pense que je suis moins bonne que les autres, puis je vais focuser sur la petite erreur que je vais faire dans ma journée. On peut faire de la lecture de la pensée, être certain qu'on sait ce que les autres pensent, au fond. Par exemple, de dire, ben, je suis sûre qu'ils pensent que je ne suis pas bonne. On peut faire de la surgénéralisation à partir d'un événement généralisé à outrance, comme par exemple, j'ai fait une erreur, je fais toujours des erreurs, je ferai toujours des erreurs, je suis inférieure aux autres. On peut faire de la maximisation, de la minimisation, maximiser ce qui est négatif, minimiser ce qui est positif. Donc, si j'ai fait une petite erreur, c'est très, très grave. Si j'ai fait un bon coup, mais c'est pas, ça veut rien dire. On peut personnaliser aussi. Donc, prendre pour soi des choses qui ne nous appartiennent pas, comme par exemple, la personne est triste, ah ben c'est peut-être que j'ai fait quelque chose de mauvais, donc je suis une mauvaise personne. Donc, à travers la mentalisation, on prend un pas de recul pour considérer l'ensemble des faits, l'ensemble de ce qui s'est passé, pour restaurer une vision plus positive de soi, du monde et du futur. Quand on est déprimé, on a tendance à se voir de façon très négative. Donc, dans l'attachement sécure,
On voit les choses, les bons et les mauvais côtés de la personne et des autres. Puis dans la dépression, au fond, il y a un déséquilibre, puis on voit seulement le mauvais côté des choses. Donc, vous voyez venir, au fond, c'est que pour sortir de la dépression, il faut revenir à l'attachement sécure, commencer à se rapprocher des gens pour qu'ils nous aident à voir les deux côtés de la médaille. Puis idéalement, il va falloir le faire pour soi-même également, de choisir d'être un bon allié pour soi-même pour être capable de regarder les deux côtés de la médaille, de considérer nos mauvais côtés qu'il faut voir, mais aussi nos bons côtés. Il faut restaurer donc le soi sécure et choisir d'avoir de la compassion pour soi. Donc, si on voit la personne qui se tape sur la tête versus la personne qui est capable de se démontrer de l'amour. Une autre façon de sortir de la dépression, également dans le sens de l'attachement sécure, c'est que quand on se rapproche des gens puis qu'on est déprimé, la plupart des gens vont nous suggérer de nous remettre en action, de ne pas passer nos journées à se taper sur la tête, à ruminer, à broyer du noir, parce qu'on voit bien que ce cercle vicieux-là nous amène vers la dépression, en spirale vers le bas. Donc, les autres vont nous encourager à agir, à reprendre tranquillement le cours de la vie, à nous remettre en action pour établir l'auto-soin, des habitudes qui permettent de commencer à construire une vie signifiante. Parce que plus on se remet dans la vie, plus on va avoir des interactions positives, on va pouvoir avoir une fierté par rapport à ce qu'on accomplit également, puis il va y avoir moins de sources d'inquiétude, comme par exemple si on se remet à laver la maison, à préparer des bons repas, on va regagner de la force, on va se sentir plus fier de nous aussi, on va pouvoir s'occuper des gens autour de nous. Puis les gens autour de nous aussi vont être en contact avec nous, puis vont pouvoir nous encourager aussi à aller dans le sens de reprendre notre vie. On va encourager les gens, quand ils sont en dépression, de rétablir les relations interpersonnelles. Parce que quand on est déprimé, on peut avoir tendance à s'isoler, à rompre les liens qui pourraient nous aider à guérir. On va suggérer aux gens d'agir comme si ils étaient quelqu'un avec un attachement sécure, de reconnecter avec les gens pour sortir de la dépression. Dans la dépression, on est souvent enfermé à l'intérieur de notre tête, de notre cerveau, puis c'est comme si toutes ces paroles, au fond, agissaient comme dans une chambre écho. Puis quand on est en contact avec les autres, ils peuvent nous apporter d'autres points de vue, d'autres discours qui vont nuancer ce qu'on pense puis qui vont nous aider à élargir nos horizons pour sortir de la dépression. Donc, cette semaine, comme tâche à domicile, on va vous encourager, si vous avez eu des pensées dépressives pendant la semaine, à voir comment vous les avez gérées et voir si vous avez été capable de les mettre en doute, de faire un petit pas de recul pour considérer la situation dans son entièreté.